Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités, Charlotte Libog, Willy Elfej Miabatoussa et de notre éditorialiste Djemal Taleb. L'actualité économique à présent au Ghana, les établissements financiers réclament des incitations fiscales. Objectif, réduire les taux appliqués aux prêts hypothécaires. Il faut dire que ceux-ci ont atteint une moyenne de 31,5% en septembre 2016. Les détails avec Corinne Kamdem. Des incitations fiscales pour pallier à la baisse des demandes des prêts hypothécaires. C'est la proposition faite au gouvernement ghanéen par certaines banques qui opèrent dans le pays. Malgré les diverses mesures mises en place par les banques commerciales pour favoriser l'accès aux prêts hypothécaires au Ghana, le rapport publié par la Bank of Ghana fait état d'une réduction de 5% des demandes nationales. Le pays a d'ailleurs enregistré une hausse des taux applicables aux prêts hypothécaires qui sont passés de 30,6% au mois de juin 2016 à 31,5% en septembre 2016. Si des institutions comme la nôtre peuvent bénéficier de crédits d'impôt et ne pas payer de taxes sur les revenus d'intérêt générés par des prêts immobiliers dont la valeur est inférieure à 63 000 C10, cela permettra aux banques de relancer la demande. Les taux appliqués varient fortement entre les différentes banques. Une situation d'autant plus préoccupante, sachant que le déficit de logement a atteint 1,7 million d'unités au Ghana. Si on met en place des prêts hypothécaires comme le Ghana essaye de le faire, quand on regarde les taux de rémunération de ces prêts hypothécaires qui représentent pratiquement le tiers du montant ou 25% de l'emprunt, vous voyez que ça devient des choses extrêmement chères. L'État doit accompagner les banques, doit mettre en place des mécanismes de fonctionnement qui doivent permettre à ces banques justement de pouvoir se refinancer sur un marché spécifique que l'État donnera pour pouvoir avoir des maisons et donc de réduire le gap en termes de logements que le Ghana recouvre de 1,8 million de logements en moins. Avec des intérêts qui varient entre 19 et 29,3%, Ecobank est la banque la plus compétitive. Tandis que Unibank, avec ses 45,1%, est la moins compétitive de ce segment des services financiers sur le territoire ghanéen. Djemal, au vu de la conjoncture économique actuelle, est-ce que le gouvernement ghanéen doit répondre favorablement à cette requête des établissements financiers? La question, ce n'est pas de savoir est-ce qu'il doit répondre favorablement, c'est qu'il a mis tout ce temps pour le faire et pour y penser. Vous vous rendez compte que pour la part de l'impôt dans un prêt hypothécaire est de 25%, mais c'est énorme. Vous ne pouvez pas faire de la banque ni du logement social avec ça. Mais le problème ghanéen est un problème aussi africain, au-delà du Ghana. Mais enfin, c'est quand même une folie extraordinaire. Un pays qui connaît un boom économique et immobilier assez important comme le Ghana ne peut évidemment pas se satisfaire d'une fiscalité aussi importante et continuer à fonctionner sur ce rythme-là. Ça n'a aucun sens. Si vous faites ça, vous tuez le logement, vous tuez l'accès des petits propriétaires au logement et puis, pardon, vous tuez juste un pan important de l'économie bancaire liée à l'immobilier. Et donc, ça me paraît évidemment être une logique de bon sens. Alors après, la question, c'est est-ce qu'il faut pour autant verrouiller les règles prudentielles de la banque en matière de prêts immobiliers? Oui, ça c'est un autre débat et je pense absolument légitime que le gouvernement ghanéen fasse attention à cela. Enfin, entre ça et modeler la fiscalité pour que, encore une fois, elle soit juste justement, et qu'elle soit efficace, ça me paraît être une logique de bon sens. Sur le continent africain, et j'en aurais fini, c'est quand même extraordinaire combien on n'a pas compris. Il y a 54 pays, la situation n'est pas valable pour les 54 pays, mais pour l'écrasante majorité des 54 pays, l'arme fiscale est d'une inefficacité redoutable. C'est-à-dire qu'on ne modèle jamais l'efficacité de la fiscalité en fonction des besoins de l'économie, mais en fonction plutôt des budgets de l'État. Et ça, c'est dramatique. On n'est pas capable de planifier, on n'est pas capable de regarder au-delà, et on ne calcule jamais au-delà d'une année fiscale. C'est triste. Monsieur Miabatoussa, comment expliquer les écarts de taux d'intérêt, on l'a vu dans le reportage, très élevés et très différents entre les institutions? Chez Ecobank Ghana, par exemple, les taux d'intérêt sont situés entre 19 et 29%. Et chez Unibank, on peut aller jusqu'à 45%. C'est énorme. Écoutez, il en va déjà de chaque banque qui définit déjà son marché tel qu'il le conçoit au départ. Et par la suite aussi, il s'ajuste aussi en fonction de la manière dont ils sont taxés vis-à-vis de l'État. Donc, je rejoins un peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là, en fait, on a un souci de cohérence et car en fait, il faut que l'État puisse s'adapter justement à la situation du pays, puisqu'on a parlé dans le reportage, on le voit très bien, d'un déficit de logement assez important. Donc, à mon avis,
le logement étant un problème qui gangrène, j'ai envie de dire, tout le continent, les mesures devraient être prises dans les plus brefs délais de façon à essayer de moduler un peu ça et satisfaire une demande qui est aujourd'hui encore en quête d'attente. Madame Libok, votre point de vue sur la question? Écoutez, des taux d'intérêt à 45%, franchement, c'est juste impensable. Hein. C'est juste, voilà, on ne fait plus de la banque avec ça et on tue tout simplement l'économie. Voilà, absolument. Donc effectivement, il faut une réelle réforme, encore une fois structurelle, pour non pas simplement l'immobilier, mais également pour les autres secteurs d'activité. Le Ghana est un pays promoteur, le Ghana est un excellent pays et le Ghana pourrait montrer l'exemple justement en la matière en réformant de manière réelle pour permettre aux investisseurs notamment de continuer à affluer et de bâtir ce beau pays et cette région-là. Dans l'actualité économique également, au Kenya, les autorités souhaitent optimiser la torréfaction du café local. Elles invitent pour cela les producteurs à nouer des partenariats avec des investisseurs étrangers. Explication avec Ibrahima Diomaba. Au Kenya, les autorités et les agriculteurs multiplient les actions pour promouvoir le café kényan. Il est d'ailleurs prévu d'augmenter la torréfaction du café pour améliorer sa qualité. Les acteurs sont tournés vers l'amélioration de leurs revenus en se focalisant notamment sur l'écoulement du café made in Kenya sur le marché intérieur. Si nous prenons notre café à travers le processus de valeur ajoutée, nous sommes en mesure d'espérer sur l'avenir de son écoulement. Notre principal défi reste la maîtrise du marché local. Si nous contrôlons le marché intérieur, le prix aux producteurs sera amélioré. Si nous arrivons à transformer localement le café, le marché kényan pourra absorber les 50% de notre production. Cela va améliorer également le chiffre d'affaires des producteurs. Les autorités veulent améliorer la quantité du café torréfié localement de 5 à 10% par an au cours des 5 prochaines années. Dans la région d'Otaya, les 15 000 membres de la coopérative des producteurs de café ont installé une unité de torréfaction et un broyeur d'une valeur de 50 millions de shillings pour améliorer la qualité du produit. Objectif: produire du café conditionné pour le commerce local et pour l'exportation. Nous allons faire l'homologation à partir d'ici. La torréfaction du café nous a permis d'améliorer la qualité des emballages et du produit fini. Nous avons 2 méthodes d'écoulement. La première consiste à vendre à partir des moulins et de notre siège. La seconde est relative à l'externalisation de la vente du café d'Otaya dans les supermarchés et magasins en ville. Quand les machines rôtissent et moulent le café, cela ajoute de la valeur à celui-ci. Puis le café est vendu dans les supermarchés et ailleurs. Nous estimons également que nous en bénéficions. Entre 2015 et 2016, le Kenya a produit 45 000 tonnes de fèves de café. Pour la campagne 2016-2017, l'État table sur une production de 50 000 tonnes. Alors que le Kenya ne produit qu'1% du café mondial par an, le président Uhuru Kenyatta a lancé cette année une étude sur les moyens de relancer sa production. Actuellement, un sac de café de 50 kg de qualité supérieure s'échange contre $500. Un sac de café de qualité inférieure coûte environ $150. Certains observateurs estiment que la valeur du café made in Kenya peut être doublée avec sa torréfaction. Les autorités kenyanes veulent faire passer la quantité de café torréfié localement de 5 à 10% dans les prochaines années, mais encore faut-il que les agriculteurs soient équipés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce challenge-là ne concerne plus simplement les agriculteurs. Il s'agit là d'une excellente opportunité en termes d'investissement pour le secteur privé, par exemple. Parce que c'est que les petits producteurs, les agriculteurs, ils sont encore, malheureusement, dans nos pays, dans une logique de subsistance quotidienne. Il serait trop leur demander que de dire, voilà, allez-y dans la transformation, etc. Donc, prendre ces mesures-là, oui, il faut le faire, mais en étroite collaboration avec le secteur privé. Pourquoi pas avec des mesures, enfin, je ne vais pas dire... en tout cas, il faudrait un réel encadrement donc de ces mesures-là par l'État, mais il faudrait une belle implication, une implication assez assidue du secteur privé, voilà. Donc et pourquoi pas une certaine protection de ce marché-là aussi, voilà. Donc c'est vrai que promouvoir aujourd'hui nos productions locales, c'est réellement l'une des voies qui nous permettra en tout cas de réaliser cette fameuse révolution agricole dont on a besoin.
Monsieur Myabatoussa. Écoutez, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, d'autant qu'il faut saluer d'ailleurs l'initiative du gouvernement kényan, puisque le président Uhuru Kenyatta a lancé une étude justement visant à évaluer un peu le potentiel du pays, notamment sur la production de café, car il faut rappeler quand même que le pays est exportateur de 1% à peu près de la production mondiale. Et le fait effectivement de torréfier le café au niveau local va, permettre de faire générer beaucoup plus de productivité vis-à-vis des producteurs de café, et aussi permettre aussi de proposer un produit de qualité supérieure. Car on l'a rappelé, ils font face aujourd'hui à une concurrence assez accrue, et l'idée c'est pouvoir se démarquer par la qualité des produits. Alors l'essentiel de la production kenyane est aujourd'hui destiné à l'exportation. Djemal, comment stimuler davantage la consommation locale ? C'est difficile quand vous n'avez pas une tradition de consommateur de café. Vous avez une tradition de producteur, et encore, vous produisez 1%, c'est bien, c'est pas suffisant pour devenir hégémonique sur le marché. Donc vous faites un produit parce que vous avez une tradition de le faire, et vous le faites essentiellement pour l'exportation. Alors vous pouvez toujours, par une politique d'incitation locale à la consommation, de le faire, mais enfin, on boit du café, on ne le boit pas, donc c'est difficile de l'improviser du jour au lendemain. En revanche, la position du gouvernement kényan, qui consiste, encore une fois, à se placer sur le haut de gamme, parce qu'encore une fois, j'ai un ancien professeur d'économie qui disait toujours ce qui est cher est bon. Et donc l'idée de considérer qu'on se mette sur le haut de gamme pour augmenter la valeur est, de mon point de vue, une chose juste qui peut se défendre. En revanche, elle n'a de sens que si on investit massivement, qu'on protège le marché, et encore une fois, un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, avoir un peu les moyens, ou se donner les moyens de son ambition. Ce dont je doute, enfin, wait and see, comme dirait au Kenya. 2,5 milliards de francs CFA, c'est notre chiffre du jour, et il correspond au montant des crédits octroyés par la Banque camerounaise des PME depuis le début de ses activités en juillet 2015. Madame Libok, c'est un bilan plutôt satisfaisant pour seulement 10 mois d'activité. Tout à fait, et j'en suis d'autant plus honorée qu'il s'agit en fait d'une structure qui est dirigée par une femme. Donc une preuve encore qu'il faut tout mettre en œuvre pour promouvoir ce leadership féminin dont on a besoin aujourd'hui pour accompagner l'émergence de cette Afrique-là. Donc bravo, et puis bonne continuation à cette institution. Alors, selon certains spécialistes, ces concours financiers apportés aux PME sont toutefois des crédits de court terme, Djemal. Ce n'est finalement pas adapté pour le développement pérenne des entreprises. C'est tout mon problème. Il y a, mais c'est valable au Cameroun, c'est valable ailleurs, mais comme je ne connais pas très bien le cas spécifique du Cameroun, je vais me généraliser. Il y a un besoin de banques sur le continent africain. Il y a un besoin de crédit, d'accès au crédit. Les taux directeurs sont très élevés. Deuxièmement, la banque, en général, ne prend pas beaucoup de risques. Et comme le taux de bancarisation est faible, elle ne capte pas toujours la clientèle aussi facilement. Et donc, il y a besoin d'un accès réel. L'accès, vous le faites d'une façon ou d'une autre. Soit l'État est capable de mettre en place une banque publique d'investissement qui est capable d'accompagner les PME, les PMI, les toutes petites sociétés qui ont besoin souvent de crédit, mais dans la durée. Le problème ici, c'est que le temps est très court. Et quand vous prêtez beaucoup d'argent pour une durée très courte, vous réglez incontestablement un problème, et on n'est pas capable de jeter l'opprobre sur elle en lui disant « vous ne faites rien du tout, cette banque », ça n'est pas vrai, elle le fait. J'aurais aimé que les crédits soient plus importants encore de ça, il paraît qu'ils sont assez impressionnants. Ces chiffres, moi, c'est bien, je n'aimerais encore plus, et puis j'aimerais surtout, encore une fois et définitivement, qu'on comprenne que la banque est un acteur économique essentiel, et sans laquelle il n'y a point de consommation, de marché intérieur, de production, de développement. Le gros problème que nous avons sur le continent africain, c'est que nous produisons peu, sinon rien, et nous consommons peu de ce que nous produisons quand nous le produisons. Parce qu'encore une fois, nous n'avons pas un marché de consommation intérieure, nous n'avons pas un système bancaire qui accompagne nos économies. C'est bien comme démarrage, mais le Cameroun, c'est bien, il faudrait que beaucoup de pays lui emboîtent le pas. Monsieur Myabatoussa, quel est votre point ? Mon point de vue, écoutez, je veux aussi saluer le leadership effectivement de la directrice de cette banque, parce que aujourd'hui on parle tous de promouvoir et diversifier les économies dans les pays africains, mais ça passe fondamentalement par permettre à des entrepreneurs de pouvoir démarrer leurs activités. Et j'aurais tendance à nuancer un peu ce qui a été dit concernant justement la mise à disposition de ces fonds. Je ne dis pas que ce n'est pas suffisant, mais il faut garder à l'esprit qu'aujourd'hui, quand un entrepreneur crée une entreprise, on a une phase de lancement qui est généralement entre 2 et 3 ans. Et je pense que déjà avoir un capital qui nous permet de démarrer, c'est déjà assez intéressant. Donc je salue et une initiative à encourager.
Merci pour toutes ces précisions. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier du jour de ce mardi sera consacré au rôle des politiques agricoles dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, avec un focus sur le cas du Gabon et du Nigeria. Madame Charlotte Libog, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes fondatrice, coordinatrice d'Afrique Grenier du Monde. C'est à moi de vous remercier. C'est toujours un plaisir de passer par cette maison. Voilà. Plaisir partagé. Monsieur Willy Elfej Miabatoussa, merci également d'avoir été avec nous. Merci à vous et à bientôt. Je rappelle que vous êtes consultant en marketing. Et Djemal, merci pour votre présence. Merci Graziella et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans un instant, le journal de la rédaction.